Bonjour, bienvenue à l'émission Aime l'été, lundi 15 juillet. Ici Chantal Lavoie, une autre semaine qui s'installe. Les vacances pour plusieurs, encore un peu de travail pour d'autres. On profite des joies de l'été malgré tout. Au cours de la prochaine heure, il sera question du soleil, mais pour mieux s'en protéger, on parlera de grands gibiers d'élevage et d'agrotourisme, mais aussi d'animaux de zoo, d'activités à faire aussi en famille. Et pourquoi ne pas profiter de la pause estivale pour s'initier aux bienfaits de l'écriture et particulièrement pour une meilleure santé. C'est tout ça, Aime l'été. Je vous invite à nous suivre jusqu'à 13h. Et au menu de l'émission, 130 employés du zoo de Granby sont en grève. On verra quelles sont les conséquences de cette grève sur les activités du zoo avec Paul Gosselin, président-directeur. Ça va être une belle occasion aussi de parler comme tel de toutes les activités à faire là-bas. L'Ordre des chimistes s'inquiète de la désinformation à propos de la crème solaire. On en discute avec Michel Alzaïeg, président de l'Ordre des chimistes du Québec. Et on s'en va du côté de Lanaudière où se trouve un centre d'interprétation sur les grands gibiers d'élevage. On accueille le copropriétaire de la ferme agro-touristique La Terre des Bisons, Jean-Philippe de Montigny. Mais pour commencer, on reçoit dans un instant Mélanie David, qui est avocate et patiente partenaire à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elle a eu un cancer du sein et elle va nous parler d'écriture thérapeutique. Voici donc Aime l'été. Et oui, Aime l'été. Bonjour Nathalie Barrette. Bonjour. Nathalie qui est toujours avec moi en studio et qui sera là tout au long de la semaine. Et Nathalie, c'est ça, grosse fin de semaine d'actualité, bien sûr. On n'a pas à détailler tout ce qui s'est passé. Effectivement, on le sait, bien sûr, aux États-Unis, tout ce qui s'est déroulé là, en fin de semaine. Maintenant, il y en a qui, pour se distraire, font du kayak. Ça a été ton cas? Oui. Écoute, je reste sur le bord du fleuve, mais vraiment à côté du pont Champlain. Puis, je descends de chez moi avec mon kayak et je descends alors pour, en fait, guérir certaines... certaines peines. Certaines peines, exactement. Pour guérir mes peines, je vais faire du kayak, je me promène sur l'eau, puis ça fait vraiment beaucoup de bien. Exactement. Et d'autres en profitent pour écrire. C'est le cas de notre prochaine invitée, Mélanie David, qui est avocate, comme je le disais, patiente partenaire bénévole à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et qui va nous parler des bienfaits de l'écriture. Bonjour. Bonjour. Alors oui, ça fait quand même un petit moment. Vous avez, d'abord, on va le dire tout de suite, vous avez eu un cancer du sein il y a quelques années, donc ça fait au moins 5 ans. Exactement, en 2018. Alors donc, vous êtes, là pour l'instant, tout va bien et puis vous avez décidé finalement de partager en tant que bénévole, vous partagez finalement les bienfaits de l'écriture parce que, en fait, on va remonter un petit peu au début, là. Vous n'êtes ni thérapeute, ni psychologue, ça il faut le dire, mais quand même, vous avez commencé à écrire pendant, je pense, au moment où vous avez eu votre diagnostic. En fait, j'ai renoué avec cet intérêt qu'est l'écriture que j'avais depuis ma jeunesse. J'ai toujours aimé les mots, j'ai toujours aimé écrire et lire. Et puis, lors de mon diagnostic, j'ai cherché des façons de m'approprier en fait ce qui m'arrivait. Et l'écriture s'est présentée comme étant un mode thérapeutique pour m'aider à passer au travers. Également, ça m'a permis de donner des nouvelles. Les gens veulent avoir de nos nouvelles quand on est malade, mais c'est parfois très exigeant de parler à tout un chacun de ce qu'on vit. Alors, d'écrire de mes nouvelles et de les partager à mon réseau, ça a été une façon de garder le contact puis de distribuer un peu comment je me sentais sans avoir
à contacter tout le monde un à la fois. Oui, parce que c'est vrai, Nathalie, d'ailleurs, tu as vécu toi-même un deuil, Oui. celui de ton mari qui a eu un cancer aussi, qui est décédé malheureusement. Et puis, évidemment, c'est vrai que c'est pas facile de donner des nouvelles aux autres. On a fait la même chose, nous aussi. On avait créé un groupe sur Facebook, puis mon mari écrivait lui-même aux gens. Pour me donner une pause, parce que là, tout le monde m'appelait, puis ça devient épuisant. Et puis, Pierre prenait la plume et il écrivait à chaque semaine où il en était rendu dans ses traitements, comment il se sentait. Et honnêtement, je sentais que ça lui faisait du bien. Ouais, En fait, si je peux renchérir sur ce que Nathalie vient de dire, ça a été démontré dans plusieurs ouvrages et recherches depuis de nombreuses années que l'écriture a des effets bénéfiques sur la santé, tant physique qu'émotionnelle et psychologique. Donc, d'écrire sur les événements qui nous arrivent, ça permet d'avoir une forme je dirais, de pouvoir sur notre vie. Ouais. Ça nous permet aussi d'aller exprimer nos émotions d'une façon qu'on n'aurait peut-être pas osé autrement. C'est ça. Parce qu'en fait, il y a des études aussi qui démontrent que ça peut même améliorer le système cardiovasculaire, façon de parler, dans le sens que c'est sûr que l'écriture, ça nous permet de se dégager l'esprit et puis d'exprimer nos émotions. Donc, c'est sûr que ça diminue la tension, le stress. Alors, c'est un lien que l'on comprend facilement, finalement, entre l'écriture, qui devient thérapeutique, en quelque sorte, oui. Oui, exactement. En fait, c'est vraiment ce qu'on fait aux ateliers d'écriture à l'espace partenaire en cancérologie de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est une invitation à prendre la plume avec des exercices que j'imagine, dont je m'inspire et avec lesquels je guide les patients, qui nous permet d'aller parfois nommer nos blessures, nommer nos traumatismes, nommer aussi toutes les épreuves qu'on traverse lorsqu'on est atteint d'une maladie comme le cancer, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étapes entre l'annonce de la maladie puis le moment où on se sent guéri. Il y a énormément d'étapes qu'on doit traverser. Il y a plusieurs petits deuils de notre ancienne vie, de notre santé parfaite qu'on doit faire, de notre travail, de notre énergie, etc. Donc, l'écriture est vraiment un mode qui permet de nommer, de réduire aussi l'anxiété par rapport à ces événements-là. J'ai vu aussi que ça permettait aux gens de réduire le stress. Tout à fait. Et ça permet aussi de nommer les choses. Puis dans notre groupe, puis tout le monde le fait aussi à la maison, mais dans notre groupe, on se permet aussi de partager ce qu'on écrit. Donc, il y a également un reflet qui se fait entre la personne qui est toute seule devant sa page blanche, qui va mettre ses émotions sur papier, puis après ça, quand elle se relie à voix haute en faisant son partage, là, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là. Mélanie, je le sais, j'ai ma grande amie Lucie Brunet, je vais te tutoyer là, parce qu'on s'est parlé. Mélanie, mon amie Lucie Brunet, qui est fait des ateliers avec toi. Et puis, je sais qu'à toutes les fois que Lucie allait dans tes ateliers, c'était vraiment des moments de bonheur pour elle. Mais écoute, elle sortait de là, puis elle m'envoyait ses textes, des poèmes aussi. Tu leur as fait écrire des poèmes. Oui, parce qu'on peut décider d'écrire de la poésie. En fait, on est libre d'écrire ce que l'on veut. Hein. Puis d'ailleurs, vous accompagnez les gens, parce qu'on se demande toujours comment ça se passe, comment vous nous guidez aussi là-dedans. Oui, en fait, pour lors de ces rencontres. Répondre à tout ça, c'est sûr que l'écriture, ça permet de mettre de l'ordre dans ses idées, ça permet de reprendre le fil dans notre vie, juste faire une liste de ses besoins, ça permet de les nommer, de les hiérarchiser, de les prioriser, puis après ça, d'être capable de dire à son prochain, « Hey, j'ai besoin de ça, pourrais-tu m'aider avec ça? » C'est vraiment, ça permet de clarifier parfois nos esprits, mais on a aussi un volet que j'appelle un peu plus ludique où j'essaie d'explorer donc la poésie, la métaphore, par exemple, on écrit un texte
sur le cancer, mais sans jamais le nommer. Donc, on va dans toutes les métaphores possibles et inimaginables. On fait des cadavres exquis, alors on s'amuse aussi. Donc, il y a un volet très, je vous dirais peut-être plus ancré dans l'espace de la maladie puis de la guérison, mais on se permet aussi de s'amuser pour rendre ça un petit peu plus léger également. Oui, ben c'est ça. Donc, c'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment très intéressant comme programme. En fait, diriez-vous, est-ce que c'est un projet pilote, en fait, que vous menez présentement? Ben oui, c'est vraiment ça. L'espace partenaire en cancérologie a été créé il y a environ 4 ans et ça s'inscrit dans le nouveau programme ministériel de faire en sorte que les patients deviennent des partenaires de leurs soins. Puis, nous sommes une 60aine de patients partenaires bénévoles, donc des gens qui avons eu le cancer et qui maintenant donnons du temps auprès de l'espace en cancérologie de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, on organise toutes sortes d'activités, en plus de soutenir les patients sur les étages, en salle de chimiothérapie, en salle de traitement. On organise des ateliers, des groupes de discussion, l'atelier d'écriture évidemment, mais on a également de l'art-thérapie, du tai chi et toutes sortes d'autres activités pour aider et soutenir les patients. Parce qu'il ne faut pas oublier, les gens se sentent souvent seuls face à la maladie. Mais c'est on vrai. est Et toute une parfois aussi, on peut communauté. ressentir une forme de honte ou on a peur du jugement des autres. Ah, vous avez raison. Il y a encore un tabou, comme si on était moins bon, moins fort, moins quelqu'un à part entière parce qu'on avait une maladie. Puis ce tabou-là, de parler dans une salle avec des gens qui vivent la même chose que nous, où il n'y a pas de jugement, il y a juste beaucoup de bienveillance, ça fait énormément de bien. J'imagine. Et vous qui étiez avocate, en fait, qui êtes avocate, alors Oui. évidemment, c'est sûr que c'est quand même difficile de se retrouver dans une situation où on est vulnérable. Vous qui finalement avez appris à être très forte, là, puis en plus, vous êtes maman de petites filles, je pense, hein? Un garçon et Un une garçon fille, et une fille, là, d'accord. qui sont maintenant rendus plus grands, mais oui, c'est sûr que je porte beaucoup de chapeaux, puis j'ai une vie bien remplie, bien occupée. Mais je vous dirais que ça prend beaucoup de courage pour faire face à sa vulnérabilité. Puis le jour où on le fait, par exemple, il y a comme beaucoup de bien-être qui vient avec ça parce qu'on reçoit de l'amour, des soins, de l'aide, puis tout ça. Alors donc, il n'y a pas de honte à avoir. Il faut plutôt s'ouvrir à l'autre parce que quand on ouvre comme ça, on permet de recevoir également beaucoup, beaucoup. Mélanie, pour les gens qui vivent des deuils, les gens qui nous écoutent en ce moment, qui vivent des deuils ou qui vivent avec des limitations ou bref, des gens qui ont un quotidien plus difficile, si on souhaite prendre la plume, tu conseilles de commencer par quoi? En fait, il suffit de quelques minutes par jour et pour créer une bonne habitude, on dit que ça prend 21 jours. Donc, d'essayer de, pendant 21 jours, d'écrire, ça peut être 5 minutes au lever ou juste avant de se coucher. On peut commencer par nommer des choses qu'on apprécie de sa vie, par exemple. On peut nommer des choses sur soi, comment on se perçoit, quelles sont mes grandes qualités, par exemple. Une chose que j'aime faire au début des ateliers, c'est s'écrire une lettre à soi-même. J'appelle ça une lettre un peu doudou, là, qu'on va relire juste dans un an. Alors, aujourd'hui, tu vis telle difficulté, tu traverses telle épreuve, mais dans un an, tu seras rendu là, tu auras guéri, tu seras passé au travers, tu auras fait tel chemin. Puis, ça donne beaucoup d'espoir de s'écrire comme ça, un peu en se projetant au futur pour dire, je vais me relire dans un an, puis je vais voir tout le chemin que j'ai parcouru, puis par où je suis passée, puis je vais être fière de moi. Ben, c'est merveilleux. Tenir un journal aussi. On faisait ça quand on était petite, mais c'est une pratique qui permet de parfois d'aller, j'appelle ça aller chercher dans les éléments de son subconscient
qu'on met un petit peu de côté dans notre vie très occupée. Très tôt le matin, quand on vient à peine de se réveiller, de garder son journal sur la table de chevet, puis d'écrire les premières lignes qui nous viennent en tête quand on se réveille. Ça permet également, quand on se relie au bout de 2-3 semaines, de voir un fil conducteur qui apparaît. Ouais. Une sorte aussi de journal, une sorte de journal de gratitude, là, vraiment pour réintroduire quelque chose de positif dans notre vie. Enfin, et puis ça nous permet de libérer notre esprit, aller au-delà aussi de nos blocages et accueillir, évidemment, ce qui nous arrive, que ce soit la maladie, un handicap, quel que soit ce que l'on vit. Alors, vraiment, merci. Vous êtes très inspirante à ce niveau-là. Et je rappelle que vous êtes avocate, patiente partenaire, bénévole à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Mélanie David, ça a été un plaisir de vous accueillir. Et c'est ça, donc, ne pas négliger, en fait, les bienfaits de l'écriture, finalement, de l'écriture thérapeutique. Exactement. Alors, je vous souhaite une très belle écriture cet été. On va prendre exemple. Mélanie, ma lettre à moi-même, elle a été écrite. Quand tu me l'as conseillé la semaine dernière. J'en suis ravie, Nathalie. Ouais, je l'ai fait. Je la relirai dans 2 semaines. Ah, merveilleux. J'en suis ravie. Mais je te remercie beaucoup pour ces beaux conseils. Ça m'a fait vraiment plaisir. Les mots sont importants, nos émotions aussi, puis de pouvoir les rassembler ensemble sur papier, ça permet des fois de faire des petits miracles. Oui. Ben, ça a été un plaisir. Et alors, je vous souhaite une bonne journée et continuez votre travail. Merci. Oui. Au revoir. Au revoir. C'est le temps d'accueillir Jean-Philippe de Montigny, qui est copropriétaire de la ferme La Terre des Bisons à Rawdon. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, on va être dans les bisons aujourd'hui, mais enfin, c'est une belle histoire de famille. Et je vais tout de suite vous lancer sur... en fait, c'est vos parents qui avaient acheté, qui ont acheté, c'est-à-dire une terre à Rawdon. Et puis, c'est ça, dans un premier temps, bon, ça fait quand même longtemps, mais par la suite, ils ont finalement acheté cette autre terre qui était à vendre, ces 400 acres, donc qui était tout à côté de la ferme de vos parents. Et puis, donc, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont intéressés comme ça à l'élevage des bisons? Oui, en fait, c'est ça. L'histoire remonte déjà à plusieurs années. Mais mes parents sont originaires de Montréal, comme vous l'avez dit. Ils se sont construit une maison là, à quelques kilomètres de la ferme actuelle. Donc, en 1992, ils ont décidé d'acheter cette ferme-là qui était abandonnée. Il n'y avait pas de production qui était là sur la ferme depuis presque 20 ans lors de l'achat. Donc, 2 personnes de Montréal qui achètent une ferme puis qui deviennent du jour au lendemain propriétaires là, d'une ferme comme ça. Il fallait, à la base, il fallait être capable de rentabiliser. Oui, il fallait avoir une vision, en tout cas, ça c'est sûr. Oui. Puis donc, l'élevage du bison est arrivé là, justement 2 ans plus tard, en 1994. C'est là où on a acheté nos 3 premiers bisons. Et de fil en aiguille, on a développé ce marché-là en s'intéressant à l'histoire du bison, parce que le bison a quand même une histoire assez particulière et très importante là, dans l'histoire de l'Amérique, du développement
la conquête de l'Ouest et tout ça, puis un rôle important avec les Premières Nations également. Tout à fait, avec les Autochtones, bien entendu. Mais alors, au départ, il n'y avait pas quand même nécessairement de bisons sur la ferme de vos parents, mais c'est par la suite là, que l'élevage des bisons et des wapitis aussi est entré. Puis vous étiez plus grand, vous avez grandi, vous, là. Évidemment, il fallait vous laisser le temps de grandir. Oui, exactement. En fait, moi, j'ai toujours connu cette ferme-là. En fait, anecdote là, quand même. Je suis né la journée de l'achat de la ferme. Donc, j'étais prédestiné, on peut dire, là, à prendre les guides, à prendre les rênes de cette belle entreprise-là. Mais oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai suivi mes cours en gestion d'exploitation d'entreprises agricoles. Et puis, je suis devenu copropriétaire avec eux. Bon. Avec mon arrivée, on s'est lancé. Vous là, avez pris de dans l'expansion. l'élevage de wapiti. C'est ça. Oui. Donc, alors, comme quoi vous avez de la suite dans les idées dans la famille, quoi. Alors, puis c'est devenu vraiment plus. C'est pas juste une ferme où on fait l'élevage de bisons, mais c'est devenu plus que ça. Là. C'est devenu un centre d'interprétation sur les grands gibiers d'élevage. C'est pas rien. Oui. En fait, c'est ça. En 2016, on a fait l'inauguration de notre centre d'interprétation qui sert justement là, à expliquer un peu là, les passages importants de ces grands gibiers. Donc, le bison en fait partie. Au fil des années, puis d'expliquer l'histoire de ces bêtes-là, les liens avec les Autochtones, la conquête de l'Amérique. Donc, il y avait vraiment une histoire fascinante là, à parler. Là. Puis, on recevait quand même plusieurs visiteurs là, qui nous posaient souvent les mêmes questions. Donc, on a développé vraiment une visite qui est de plus en plus autonome. Et puis maintenant, donc on est vraiment agro-touristique. Là, c'est vraiment le Oui, ça, c'est vraiment une vocation fort intéressante, mais qui est exigeante aussi, qui comporte son lot de défis. Et puis, votre cheptel aussi, a quand même pris de l'ampleur également, parce que là, il y a eu l'arrivée des petits bisonneaux, des fans et tout. Là, bon, ça a grossi, cette histoire-là. Oui, en fait, c'est ça. Donc, on fait l'élevage, donc tout ce qui est la reproduction, la croissance, et donc notre troupeau, oui, c'est ça. À chaque année, on a des nouveaux bisonneaux qu'on appelle, et des fans, là, donc oui, les petits, des wapitis. Donc, c'est ça. On est en période de naissance et de reproduction. Oui, bon, mon Dieu. Alors, puis, évidemment, il y a la boucherie aussi qui est liée à ça, parce que, évidemment, il y a les produits de l'élevage également. Oui, que vous nous faites découvrir. Exactement. Donc, on a une boutique à la ferme directement sur place, donc où nos visiteurs, nos clients peuvent venir chercher des produits frais, congelés, des produits transformés également. On fait notre propre saucisse. On transforme directement tout sur place avec une petite boutique là, de produits régionaux. Donc, c'est un petit peu... Oui, mais c'est ça. Ma collègue a une question pour vous. Il y a des bisons. En fait, vous avez 3 bisons qui vont toujours rester à la ferme avec vous, hein? Oui, donc c'est ça. Vos 3 mascottes. Nos 3 petites mascottes. Donc, exactement, on a des bisons un peu spéciaux qu'on a au fil du temps, qu'on a décidé de garder. Mm-hmm. Donc, oui, on a Buffy, qui est un bison apprivoisé, qui est un bison domestiqué, où elle a participé à différents salons, différents événements. On l'a amené dans différents événements là, pour les journées portes ouvertes sur les fermes, également au Salon des animaux exotiques. On était là à plusieurs événements. Donc, c'est vraiment, là, elle, c'est un bison, une femelle adulte qui a maintenant 17 ans et puis qui est vraiment là, très gentil, très calme avec nous, qui n'a pas le tempérament sauvage là, d'un bison standard. D'accord. Donc, ça, c'est notre première. Puis vous avez un bison albinos aussi. Exactement. Ce qui est rare, là. Oui, absolument. Il y en a 2 au Québec, je pense. Ça se peut-tu? Je crois qu'il y en a 2 au Québec. Nous, on en a un. On est très, très chanceux, très privilégiés de l'avoir. Et puis, c'est un jeune mâle là, de 3 ans. Puis, les visiteurs peuvent le rencontrer, peuvent aller à sa rencontre. Oui. Et c'est ça, c'est vraiment particulier. Tout à fait. On parle d'environ 1 sur 100 000 bisons qui pourraient être blancs. Donc, c'est ça, c'est une belle petite chance qu'on a ici. Et le goût de la viande de bison, alors c'est à découvrir, mais c'est aussi faible en gras. Alors, ça peut être une belle solution pour les gens qui veulent manger pas trop gras. Alors, et ça, c'est à découvrir chez vous. Mais aussi, il y a Galerie d'art. Hein, vous faites, en même temps, il y a une exposition. Oui, dans le centre d'interprétation, ça comprend maintenant 4 salles.
donc où ce qu'on part, il y a des salles d'identification, une salle d'exposition et une galerie d'art. Donc, et également une salle de visionnement là, immersive. Donc, on a développé vraiment la visite justement avec différents, pour en avoir pour tous les goûts. Là. Donc, oui, on a une petite galerie avec Tout à fait. Il y a des animaux sculptures, immortalisés peintures. également, ouais, qu'on peut voir sur place. Mais en tout cas, c'est vraiment complet. C'est une belle visite à faire. Il y a des sentiers aussi de randonnée. Oui, des sentiers extérieurs accessibles toute l'année. Donc, notre site est ouvert à l'année, du mercredi au dimanche. Oui. Et les visites, les sentiers sont accessibles aussi. L'été, ils se font bien à pied, même avec des poussettes là, hors route un petit peu, mais des poussettes, ça se fait. Et l'hiver, c'est des sentiers principalement de raquettes pour permettre de voir les animaux. Fait que c'est une belle sortie, là, 4 saisons à faire. Là. Et d'autant plus, c'est accessible pour les personnes qui sont soit en fauteuil roulant ou... Comme on l'a dit, ouais, c'est ça. Oui. Pour les poussettes, donc les gens en fauteuil roulant, ça va. On peut faire les sentiers sans aucun problème. Oui. En fait, les sentiers là, sont partiellement accessibles. Donc, il y a une partie des sentiers qui est accessible au fauteuil et tout ça. Donc, ça permet quand même de voir les animaux et de voir certains panneaux d'information aussi là, pour justement donner une belle visite là, à toutes les personnes qui le désirent. Et le centre d'interprétation, ça, c'est un centre intérieur qui est complètement accessible avec les rampes, les portes automatiques. Et donc, on vient de faire l'installation également là, d'un audio guide, d'un guide virtuel là, qui permet justement de donner des informations complémentaires lors de la visite. Oui. Et puis, pour les enfants, je pense que ça, c'est quand même une attraction intéressante. Il y a un tipi grandeur nature. Oui, exactement. Sur donc, le sentier. Un tipi intérieur. Intérieur, d'accord. Oui, à l'intérieur. Donc, ça fait partie de la visite. On essaie justement d'en donner également, là, d'avoir des activités qui sont intéressantes justement pour toute la famille, les petits, les grands. C'est ça. Et il faut dire que c'était quand même, le bison a été, il y en avait, il y en avait énormément sur le territoire canadien, bien sûr, mais là, finalement, ils étaient pratiquement disparus, finalement, les bisons. Heureusement, il en reste encore, alors c'est vraiment intéressant. Et puis, les Autochtones, eux, chassaient, évidemment, pour leur subsistance. Alors, on va en apprendre plein, comme ça, en allant à votre centre d'interprétation, à la Terre des bisons. Absolument. Et puis, c'est situé à Rawdon, alors on le rappelle. Oui, on est situé à Rawdon, au 6855 chemin Parkinson. Donc, on est tout près quand même de Montréal. On est à moins d'1 heure de Montréal. Et on a un beau site là. Oui, exactement. Ça a été un plaisir de vous accueillir là. Alors, Jean-Philippe de Montigny, continuez votre beau travail, continuez de nous accueillir à votre ferme. Vraiment un beau, tout un projet, quoi. C'est gentil. Merci pour l'invitation. Au revoir. Merci. Et bonne journée à vous. Journée. Vous écoutez Aime l'été.
Alors, nous accueillons maintenant Paul Gosselin, qui est président, directeur général, pour nous parler, bien sûr, du zoo de Granby. Bonjour, Monsieur Gosselin. Bonjour à vous. Ah oui, alors donc, deuxième heure de M l'été, et justement, l'été, c'est parfait pour aller visiter le zoo. Mais là, on avait quand même des employés en grève, faut le dire, mais c'était en fait l'occasion de parler du zoo et de dire en même temps que les activités n'étaient pas, n'étaient pas dérangées par cette grève. Exactement. C'est ce que j'ai tenu à expliquer à quelques reprises. Les gens ont entendu parler de grève, ils pensent que le zoo, présentement, n'est pas en fonction, mais on comprendra que on est en négociation présentement avec nos employés des soins animaliers et donc et des gens d'entretien construction. Et ça a été une journée de grève seulement ponctuelle la semaine passée. Le zoo est pleinement ouvert présentement. Tout le monde est à son poste de travail. Et même dans le cas d'éventuellement, probablement qu'il y aura d'autres journées de grève, si c'est le cas, le zoo reste ouvert complètement. Donc, le parc des manèges, le parc aquatique et évidemment le zoo est ouvert et fonctionnel. Ben oui, parce que les gens peuvent se demander, mon Dieu, qui va prendre soin des animaux? Oui, mais il ne faut pas s'inquiéter. Tout le monde en prend soin convenablement et puis on ne les oublie pas, bien sûr. Exactement ça. Donc, j'ai des cadres qui viennent à la rescousse et dans ceux-là, j'ai beaucoup de gens qui ont une bonne expertise avec les soins des animaux. Nos vétérinaires sont là aussi.
Alors, on continue à les traiter aux petits soins, nos animaux. C'est ça. Donc, une belle équipe quand même pour prendre soin des animaux. Et puis, de toutes ces activités là, qui ont lieu, parlez-nous-en du zoo de Granby. Là. Comment se passe le zoo là, depuis quelques années? Évidemment, c'est sûr que là, il y a plein de choses à faire sur le site. Oui. Puis, tu sais, comme je disais à plusieurs, là, depuis quand il y a eu la pandémie, évidemment, un peu comme tout le monde, on a mis un genou à terre, on a fermé, on a continué à s'occuper des animaux. Là, depuis, on se relève un peu. Puis, on voit aussi dans la population, dans les visiteurs, que le retour est là. Le tourisme au Québec se porte bien. Et plus que jamais cet été, même, on voit là, que la visite, les gens ont le goût de venir. On a annoncé quelques belles nouveautés au zoo. Hein. On a nos fameux dôles, nos loups d'Asie qui sont arrivés, qui sont présents, qui sont visites dans leur nouvel habitat. On a eu aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais nos léopards des neiges en Asie qui ont eu 3 beaux bébés. Si on va sur le site web du zoo, on peut les voir live. Mais si vous venez au zoo, vous allez les voir pour vrai. C'est ça. Et c'est un défi, finalement, aussi que ces animaux-là puissent se reproduire comme ça dans ce contexte-là. Exact. Ça fait partie, en fait, de nos programmes scientifiques de travailler pour reproduire. Et le zoo, on se concentre sur des animaux qui sont des espèces souvent menacées d'extinction, malheureusement. Alors, on participe à des programmes de reproduction et justement, on était bien fiers de voir notre femelle, le léopard des neiges, mettre au monde 3 beaux petits chatons. Et l'autre nouveauté du zoo, pour en parler, c'est en Afrique, c'est nos mandrilles, en fait, les singes, les fameux singes avec le museau coloré. Là aussi, on a un nouvel habitat extérieur qui est ouvert depuis quelques semaines et par le fait même, on a une de nos femelles qui a donné naissance à un petit bébé mandrille qu'elle se promène avec le bébé accroché sur son abdomen. C'est vraiment de toute beauté à voir. Exactement. Puis il faut rassurer la population, dire que maintenant, les zoos, là, vous êtes capable d'avoir de belles pratiques aussi, de bonnes pratiques durables aussi pour vouer à la protection des animaux aussi. Tout à fait. Donc, je l'ai mentionné d'entrée de jeu, on se concentrait à faire des travaux scientifiques sur quand je dis des travaux, là, de prendre soin, de reproduire des animaux qui sont des espèces menacées. Hein. C'est le rôle des zoos. Là. Souvent, les gens vont nous affluber le terme seulement d'être un site touristique. Et on ne fait pas de l'argent sur le dos des animaux. On a vraiment une mission qui est la conservation, de préservation des animaux. Et on agit même, ce qui est un beau trésor connu au zoo de Granby, hein, au-delà de venir faire la visite, de voir des animaux exotiques de proche. J'ai toute une équipe de biologistes qui font des travaux sur le terrain, autant au Québec qu'en Afrique ou qu'en Amérique latine, pour préserver les milieux et donc, par le fait même, préserver la faune. Donc, j'imagine que vous avez aussi des partenariats avec d'autres zoos à travers le monde. Ah oui, on travaille beaucoup avec des zoos américains, des zoos en Europe, justement pour perpétuer la génétique, exemple, d'animaux qui sont en danger, s'assurer de leur survie et même ultimement donc la réintroduction dans des milieux naturels qui sont protégés. Et puis l'autre chose, c'est qu'en fait aussi, ça amène les jeunes à être sensibilisés également à la protection à la fois de l'environnement, parce que c'est un peu ça. En même temps, il y a tout ce lien-là à faire avec les écosystèmes. Oui, puis d'ailleurs, quand vous me dites ça, il y a à peine 2 mois maintenant, le zoo, on a lancé une nouvelle image de marque qui s'appelle Mission Faune. Donc, on appelle ça Mission Faune Zoo de Granby. Et pour nos jeunes et pour tout le public, ça vient donner le ton, ça vient expliquer qu'est-ce qu'on fait maintenant comme travail pour préserver la biodiversité, préserver les milieux naturels. On le sait, notre planète, on l'a vu avec la COP, on se donne des objectifs de protéger des aires naturelles, malheureusement, qui se meurent. Mais le zoo, on travaille dans ce sens-là. Et ce message-là, il est très important pour les jeunes. Hein. Les jeunes, c'est la génération future, c'est nos employés au zoo futurs, c'est nos bâtisseurs de demain. Puis ces jeunes-là vont être rassurés justement qu'on fait les bonnes choses, puis c'est ce qu'on fait au zoo. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment, le zoo, c'est à voir avec d'autres lunettes aujourd'hui. Et puis, bon, cela dit, on s'y amuse quand même. Hein? Ça, il faut bien le dire. Donc, pour la famille, pour les enfants. Alors, parlez-nous de tout ce qui est en parallèle, outre, bien sûr, tous les animaux qui sont présents. Oui. En fait, c'est comme j'ai mentionné tantôt, là, on a des beaux habitats tout nouveaux qui sont en Asie avec nos dôles ou encore en Afrique avec nos mandrilles et au parc aquatique. C'est une belle combinaison. Année après année, les gens nous le disent, nous le répètent. Une belle journée chaude, c'est agréable de venir passer quelques heures au zoo. Puis ensuite de ça, on n'a qu'à se déplacer
et aller se rafraîchir dans notre grand parc aquatique ou encore s'amuser pour les tout-petits dans notre parc des manèges. Alors, il y a une belle combinaison qui fait aussi le succès du zoo de Grimby avec les trois parcs. C'est ça, d'autant plus qu'avec les vagues de chaleur qu'on a eues et qui s'en viennent encore, le Amazou, le parc aquatique, c'est vraiment intéressant pour les familles. Alors, c'est très, les familles adorent venir ici, justement, à cause du parc aquatique. Exactement. La combinaison. Puis souvent, les gens nous posent la question, on se dit, mais qu'est-ce que vous faites avec les animaux quand il fait très, très chaud? Mm-hmm. Ben, nos animaux, eux aussi, ont le droit à des rafraîchissements. Mm-hmm. On va, par le truchement, des trucs, geler leur nourriture, on va leur donner des aires de repos, ils vont pouvoir rentrer à l'intérieur si c'est vraiment trop chaud, selon les espèces. Mais eux aussi, on se soucie beaucoup aussi de leur bien-être, c'est ça. J'allais d'ailleurs vous en parler. Ouais. La problématique, oui, des changements climatiques sur les animaux, eux autres aussi en souffrent finalement. Ah oui, définitivement. Malheureusement, dans tous les sens, on voit des ours polaires avec la banquise qui réduit. Là. Et autant, on va aller en Afrique, puis on va voir des milieux naturels qui sont développés ou encore des animaux maintenant qui perdent leurs propres habitats. Alors, dans tous les sens, il y a une grosse problématique sur la planète présentement, mais je vous dirais, puis je garde espoir, les gens sont de plus en plus sensibilisés. On le voit, le résultat avec les changements climatiques, qu'il y a un empressement d'agir. Il faut agir. Ben, c'est le plus beau message, je pense, quand puis souvent, pour les jeunes, c'est le seul contact qu'ils ont avec la nature, avec les animaux, c'est d'aller au zoo. Alors, le zoo de Granby, c'est à faire cet été, bien sûr, avec la famille, les enfants. Alors, belle activité. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Ça me fait un grand plaisir et on vous attend cet été. D'accord. Ben, écoutez, Paul Gosselin, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci. Et bon été à vous. Merci. Merci. Alors, c'est le temps de parler notamment de crème solaire. Hein. Il fait beau et chaud, ça, on le sait, mais il faut se protéger, bien sûr, du soleil. Et on en parle avec Michel Alzayeg. Hein, je dis bien votre nom, monsieur? Oui, c'est bien ça. D'accord. Et vous êtes, bien sûr, le président de l'Ordre des chimistes du Québec. C'est bien ça. Et là, en fait, notre sujet, c'est en fait la désinformation scientifique à propos des crèmes solaires. On en a beaucoup parlé dans l'actualité de ces fameux influenceurs qui se sont mis finalement sur les réseaux sociaux à diaboliser la crème solaire. Eh bien, effectivement, c'est très malheureux. D'autant plus que, comme vous savez, les réseaux sociaux, nos jeunes en consomment énormément de ces réseaux sociaux. Ils ont tendance à prendre pour acquis que les personnes qui vont être sur les réseaux sociaux, c'est des personnes auxquelles on peut se fier. Eh bien, c'est pas toujours le cas, puis ça, c'est un très bel exemple. Exactement. Donc là, c'est qu'en fait, on s'est mis à dire que c'était dangereux, que c'était que ça pouvait même, c'est que non seulement que c'était nocif, mais ça pouvait causer le cancer. Imaginez, alors on part de loin là, et ça n'a aucun fondement scientifique.
Exactement. Aucun fondement, aucune publication scientifique à cet effet, il n'y a rien qui a été publié pour confirmer les dires. Alors, ça a été pris. C'est quelque chose qui a été pris complètement hors contexte, qui a été ensuite, bien malheureusement, répandu d'une personne ou d'un influenceur à l'autre ou une personne sur les réseaux sociaux à l'autre. Ça fait boule de neige et puis bien malheureusement, c'est là où est-ce que nous, on a décidé d'intervenir parce qu'on voyait qu'il y avait justement pour la population un danger. Le danger d'aller au soleil sans protection, croyant ces dires qui sont non fondés. Donc, on a décidé de sortir et puis de dire, ben non, regardez, les crèmes solaires, c'est très bien réglementé ce qu'il doit y avoir comme produit dans les crèmes solaires. Tout à fait. Vous avez entre autres, oui. Et Santé Canada, ben, je veux dire, a approuvé ces produits-là, mais évidemment, c'est tout aussi toute cette tendance-là, que ce soit les crèmes de beauté, là, que ce soit n'importe quoi. Bon, c'est sûr qu'il y a eu des améliorations au niveau des crèmes de beauté. Il y avait peut-être des ingrédients qu'on ne retrouve plus dans certaines crèmes, mais c'est un peu toute cette tendance-là à diaboliser tout ce qui est produits chimiques, au fond. Ben, écoutez, c'est sûr que quand on parle de chimique, déjà là, on pense tout de suite à danger, ce qui devrait pas du tout être le cas. Si vous saviez, c'est ça, vous êtes là pour nous le dire en tant que chimiste, oui. on est entouré de chimie et puis certains produits chimiques, oui, effectivement, sont utilisés à toute étienne. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dangereux pour autant. Par exemple, dans des produits de conservation pour vos aliments, etc. Donc, c'est essentiel et c'est pas nocif pour monsieur et madame tout le monde. Comme vous l'avez dit, Santé Canada a des règlements ou des réglementations très strictes à cet effet sur ce qu'on peut mettre sur notre peau, aussi sur ce qu'on peut ingérer. Alors, tous les limites de quantité de produits chimiques quelconques qu'il y a dans nos aliments. C'est ça, dans notre eau également. L'eau, ça a été un autre débat, ça aussi. Et voilà. Puis l'eau, ben vous voyez, d'ailleurs, sur toutes les bouteilles d'eau que vous achetez, si vous achetez des bouteilles d'eau, ben vous allez voir, il y a des règles, il y a des concentrations qui ne doivent pas être dépassées. Pour ce qui est de l'eau du robinet, alors là, on a plus quelque chose de provincial, des lois provinciales, avec la loi sur la qualité de l'eau. Alors, il doit y avoir encore là certaines, pour les produits qui pourraient être nocifs, eh bien, sont contrôlés, analysés en laboratoire et on s'assure que les concentrations ou le dosage, dans le fond, qu'il y a dans votre eau est tellement basse que ça ne fait pas, il n'y a pas un danger pour la population. Donc, que ce soit dans l'eau, dans l'air, dans ce que vous mangez, on est entouré de produits chimiques, c'est certain. Ouais. Ça nous permet d'avoir de l'agriculture, ça nous permet de vivre en bout de ligne. Mais oui, il faut quand même faire attention, mais je peux vous dire qu'il y a tellement de règlements alentour de nous qui justement balisent l'utilisation de ces produits chimiques qu'ils sont là pour le bien, non pas pour le mal. Exactement. Les risques sont en tout cas minimes. Et puis, bon, il faut toujours voir dans toute chose les bienfaits versus les risques. Hein? Alors, quand les bienfaits sont plus grands, ben c'est tout ça. Il faut vraiment faire attention à ces discours-là qui sont en fait de la désinformation très souvent. Mais parlez-nous justement, pendant que vous êtes là, parlez-nous de la crème solaire parce que souvent, on parle de crème solaire, là, certains recherchent de la minérale, notamment pour les plus jeunes. Parlez-nous des différences au niveau des crèmes solaires. Au niveau des crèmes solaires, il y a deux familles, si on veut. Alors, il y a une des familles, c'est plus des oxydes. Si on veut un oxyde de zinc, oxyde de titane, c'est les produits ou les molécules qu'on va utiliser pour faire ce type de crème solaire que vous pouvez mettre bien sûr sur votre peau. Et eux vont servir à réfléchir les rayons du soleil, les rayons néfastes bien sûr du soleil. Donc, c'est une réflexion qui se passe dans ce cas-là. Dans un autre cas, on a une autre famille qui, eux, c'est des molécules dont il y en a 17, entre autres, qui sont réglementées par Santé Canada dans la monographie sur les crèmes solaires. C'est disponible sur le web si jamais quelqu'un veut voir la liste et le dosage de chacune de ces molécules-là. Alors, eux servent plus à diffuser. Alors, pour faire en sorte que les rayons néfastes ne vont pas toucher à votre peau, alors ils vont être diffusés au niveau de la crème solaire que vous avez appliquée ou des différentes molécules. Alors, ça va faire en sorte que pour un comme pour l'autre, vous êtes protégé. Pour vous, en tant que consommateur, juste s'assurer que sur la dite bouteille de crème solaire, il y a soit un numéro NPN ou un numéro DIN.
NPN veut dire Natural Product Number en anglais, Okay. ou numéro de produit naturel. Et pour le DIN, c'est le Drug Information Number. Alors, Drug Identification Number. Alors, c'est le numéro d'identification des drogues, en général, que vous retrouvez un peu partout aussi sur plusieurs produits. Donc, que ce soit un ou l'autre, c'est un gage de qualité pour vous. Ça assure que le manufacturier a dû faire des tests de laboratoire pour s'assurer que chacune de ces concentrations-là, de chaque molécule, a été vérifiée en laboratoire et aussi que Santé Canada a fait des vérifications afin de délivrer ces numéros NPN ou DIN. Et pour ce qui est des facteurs de protection, on va en pharmacie, puis il y a des facteurs FPS 15, 30, 50, 60. Des fois, on dit que la 60, ça vaut même pas la peine parce que à partir de 50, c'est ce qu'il faut utiliser, la 50. La 15, ça existe encore, ça. Oui, ça existe encore peut-être pour des personnes qui ont plus une peau qui a déjà été comme basanée, si on veut, mais en gros, ça vraiment, le numéro, on va y aller beaucoup avec le type de peau. Là, je suis pas dermatologue, je ne vais pas trop m'aventurer, mais sachez que à partir de 50, comme vous dites, après ça 60, écoutez, même l'oxyde de zinc pourrait être une façon de se protéger à 100 %. C'est ça, parce qu'il y a même de la... Oui, 100 ça existe, genre, c'est ça, oui. Ça existe. On utilise aussi sur les peaux de bébé, comme vous savez, pour quand on change les couches. Alors, c'est l'oxyde de zinc. C'est le même produit, si on veut, la même molécule. Alors, encore là, c'est des produits qui ont été beaucoup testés, qui sont très pas nocifs du tout pour la santé. Donc, qu'on utilise de la minérale, on dit souvent que pour les peaux sensibles, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que la minérale serait davantage pour des peaux sensibles? En fait, ça, c'est peut-être une question de dermatologue, là? Oui, mais moi je vous dirais vraiment, allez-y avec là, c'est là où il y a une autre liste d'ingrédients, si on veut. Il y a les ingrédients qui sont essentiels ou qui sont obligatoires d'être sur la bouteille, mais après ça, vous allez voir, c'est pour ça qu'il y a autant de sortes d'ailleurs. Il y en a qui a plus d'éléments qui vont être plus émulsifiants, qui vont faire en sorte que ça va être plus facile à appliquer. Une va avoir un produit plus pour hydrater votre peau. Alors, dépendant du manufacturier que vous allez choisir, je sais qu'il y a un peu plus de ça ou un peu moins de ça, dépendant de chacun a sa particularité, oui. Mais est-ce que, vous êtes en mesure de savoir, par rapport à la recherche, là, j'imagine que c'est en constante évolution? Toujours, c'est certain que pour les crèmes solaires, quand il y a des solutions, c'est sûr, la recherche va un peu moins vite parce qu'on se dit on a des solutions, le produit fonctionne très bien, que ce soit une gamme ou l'autre gamme. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la recherche, il n'y a pas énormément de recherche à faire à part le fait qu'il faut en mettre. Les dangers à court terme, long terme sur la peau des produits de crème solaire ont été testés, ont été vérifiés avant que Santé Canada, comme je disais, donne un numéro DIN ou NPN, là, ils ne testent pas sur les humains. Ça a été rigoureusement testé. On sait que le produit, une fois qu'il est sur le marché, il a passé plusieurs étapes avant d'être commercialisé pour s'assurer justement qu'il n'y a pas de danger pour la population. Effectivement. Bon, écoutez, la même chose, les chasses moustiques, là, je ne sais pas s'il y en a qui partent en guerre aussi contre ça parce que à cause du DEET, alors ça, c'est un autre sujet aussi. Eh bien, écoutez, encore là, c'est une question de concentration, dépendant quelle quantité il y a. Donc, tout est très bien contrôlé. Il y en a eu qui ont été bannis, d'ailleurs. Certaines molécules ont été complètement bannies, même, quand on voit non seulement pour nous, mais aussi pour l'environnement, parce qu'on s'entend que même pour même pour la crème solaire, des fois, quand on va aller dans l'eau, certaines de ces molécules vont se retrouver dans l'environnement, vont se retrouver dans la piscine, vont se retrouver dans... Oui, donc, ça aussi, c'est un autre sujet, oui. Exactement, tout ça est étudié. Aussi sur... Ça peut aller jusque l'air, là, pas pour le cas du DEET ni du... Mais dites-vous qu'il y a beaucoup de recherche qui est faite par rapport à non seulement le produit et la concentration qui est utilisée pour l'utilisation de base, mais sécuritaire et puis pour l'environnement aussi, oui. Exactement, ce qui peut être autour de ça. Donc, si on a un devoir à faire, nous, c'est un devoir d'éducation envers nos jeunes, envers aussi des adultes aussi, de quand on écoute des personnes, des influenceurs sur des réseaux sociaux, il faut toujours se demander d'où viennent ces informations. Tout à fait.
Ben, c'est là, je pense que le bas blesse. Puis la désinformation scientifique, bien malheureusement, depuis la pandémie, il y en a de plus en plus des influenceurs. On est beaucoup plus devant nos écrans, bien sûr, depuis. Puis ça fait en sorte que il y en a qui deviennent des pseudo-spécialistes. Ouais. Et puis c'est souvent basé sur des oui-dire, enfin, de l'information qui est pas du tout scientifique, enfin. Et puis, se protéger, évidemment, des insectes piqueurs, faut pas hésiter, hein. On pense à la maladie de Lyme. Alors, il y a bien sûr des bienfaits, là, à considérer aussi. Alors, ça a été un plaisir de vous accueillir, Michel Alzaïeg, qui vous êtes président de l'Ordre des chimistes du Québec. Alors, merci de faire cette mise au point, finalement, dans les médias. Avec plaisir, bonne journée. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Alors voilà, Nathalie. C'est intéressant. Oui, tout à fait. Et on aurait aimé ça parler un petit peu plus d'agrotourisme, mais finalement, parce que ça, c'est né dans les années 70, et puis belle façon de découvrir des produits, des producteurs locaux, les régions. Oui, je sais. C'est une belle façon de se promener l'été. On en reparlera assurément. Nathalie. Oui. C'est le temps de se dire au revoir. On a une autre belle émission qui nous attend demain à la même heure, entre midi et 13h. Aime l'été, soyez là et je vous souhaite une bonne journée à vous.